Depuis de nombreuses années, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions. Chacune possède ses ambassadeurs gastronomiques, parfois illustres, des artistes de renom qui ont porté l'art culinaire au rang d'art majeur, n'hésitant pas à introduire leur amour de la cuisine dans leur création. Les textes gourmands de Colette, évoquant aussi bien la truffe que le pudding de sa mère, les romans de Jean Giono remplis de plats provençaux, les tables chargées de fruits peintes par Cézanne ou Claude Monet, les croquis de Toulouse-Lautrec sont autant de célébrations de la table et des plaisirs des sens. Sans oublier Marcel Proust, indissociable de ses madeleines. Dans cette nouvelle formule, j'ai décidé de me mettre à la table de ces créateurs, de faire le trait d'union entre leur univers artistique et notre passion gastronomique commune, afin de vous livrer les plus belles recettes de ces artistes épicuriens. So you told all the boys that you were gonna take me out. You even had the nerve to make a bet. Bonjour. Cette fois-ci, les carnets vous proposent de suivre la vie, l'itinéraire, l'œuvre, mais surtout les recettes intimes de nos artistes les plus gourmands. Et pour démarrer cette série de balades chez les artistes gastronomes, je vous donne rendez-vous ici dans le sud-ouest, à une 50aine de kilomètres de Bordeaux, à Verdelais, pour évoquer la mémoire de Toulouse-Lautrec. Alors on va parler cuisine, puisque Henri était un fin gourmet. Il était aussi cuisinier. Il aimait beaucoup cuisiner pour ses amis, nombreux. Et il nous a laissé des carnets de recettes. On va pouvoir, avec ceux qui vont évoquer sa mémoire, recréer l'univers Toulouse-Lautrec. Et Dieu sait qu'il est plein de folie et de fantaisie. Et sachez que pour lui, manger et boire était une affaire très sérieuse. Ça nous va bien. Peintre aussi réputé pour son coup de pinceau que pour son coup de fourchette, Henri de Toulouse-Lautrec est un enfant de la Belle Époque. Né en 1864 à Albi, il est issu d'une des plus vieilles familles aristocratiques, les comtes de Toulouse. C'est parce qu'il est estropié à l'adolescence et atteint d'une maladie osseuse qui l'empêche de grandir qu'il se jette à corps perdu dans la peinture et un peu plus tard dans les folles nuits parisiennes. L'artiste qui immortalisera le Montmartre bohème et ses cabarets croque avec gourmandise tout ce qu'il voit, met régulièrement au point des recettes pour ses amis dans son atelier et s'amuse même à réaliser des menus de table. Son copain, Édouard Villard, le représente d'ailleurs debout devant les fourneaux. Plats en sauce, pâtés et cocktails n'ont aucun secret pour lui et il n'hésite pas à juger un inconnu à son appétit. D'ailleurs, son ami d'enfance, Maurice Joyan, lui donnera le titre de gourmet émérite et maître que tyrannique. Pour débuter ma virée gourmande sur les pas de l'artiste peintre et découvrir l'une de ses recettes fétiches, je me rends à 2 pas du village de Verdelais, au château Malromé. Au petit café de minuit, on voit de très jolies filles. Un magnifique domaine viticole du XIVe siècle qu'Adèle de Toulouse-Lautrec, la mère d'Henri, acquiert en 1884. La petite brunette ou la blonde. L'artiste viendra régulièrement y séjourner à partir de ses 19 ans et y terminera sa courte existence en 1901 à 37 ans. Du petit café de minuit, chante-moi. Ce sont les propriétaires actuels du lieu, Amélie et Mélanie Huynh, qui m'accueillent. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue au château Malromé. Son château préféré peut-être, parce qu'il y en avait plusieurs dans la famille, non, c'est ça? Oui, mais celui-là, c'était celui de sa maman. Celui de sa maman, qu'elle avait acquis elle-même. Oui. Dans quel état l'avez-vous trouvé, le château? Un piteux état, le pauvre. C'est C'était vrai une belle endormie. On nous avait dit qu'il avait appartenu à un artiste, mais on ne savait pas quel artiste. D'accord. Donc c'était la surprise. Amélie et Mélanie m'entraînent directement dans la cuisine du château, où se trouve déjà à l'ouvrage Sébastien Pignello. Chef dans le restaurant attenant au château, Sébastien orchestre des plats imprégnés de l'esprit et de la passion de la famille de Toulouse-Lautrec pour la gastronomie.
Ensemble, nous allons faire la recette emblématique d'Henri de Toulouse-Lautrec, créée ici même par sa mère Adèle, le bœuf à la Malromée. Bonjour Sébastien. Bonjour Julie. Alors nous voilà dans les cuisines du château. Dans les cuisines historiques du château. C'était déjà l'espace des cuisines à l'époque d'Adèle et d'Henri. C'était la partie vraiment cuisine. Après, il y avait une partie dressage dans le château. Avant le salon, il y avait plusieurs tampons voilà, pour éviter le bruit. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Le fameux bœuf Malromée? Alors, le bœuf à la Malromée, oui. On a repris les recettes du livre de Toulouse-Lautrec. Maurice Joyant, l'ami d'enfance et collectionneur des tableaux d'Henri, a précieusement consigné dans un livre tous leurs souvenirs de recettes et tablés de copains. Il publiera l'ouvrage en 1931, accompagné d'illustrations et de croquis de l'artiste. J'ai traduit un petit peu ces recettes parce que, comme vous avez pu voir dans le livre... Oui, c'est un peu approximatif dans les quantités. C'est une inspiration. Il y a des choses intéressantes aussi. On voit un peu l'évolution de la cuisine et de la nourriture. Alors là, c'est plutôt quoi? C'est une sorte de bourguignon à la bordelaise, de daube, c'est ça, on est entre les deux. Entre les deux, là, on travaille avec du bœuf de Bazas, voilà, juste à côté. C'est une très belle race ancienne. Très belle race, une race assez goûteuse et avec beaucoup de mâche. D'abord, quel morceau vous avez choisi? Alors, on a fait de la joue. Ouais. Alors, très belle joue. Vous avez fait mariner. Voilà, j'ai modifié un petit peu la recette, je l'ai un petit peu fait voyager. On a fait mariner ça dans de la sauce soja, ponzu, et ensuite un petit peu de miso, gingembre, citronnelle. Déjà, ça va l'attendrir un petit peu, et puis ça va lui donner ce petit goût, un parfum. Et je trouve que ce genre d'épices-là se marie très bien avec le vin du château. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors à cette joue? Alors, on va la détailler. Je laisse Sébastien s'occuper de la viande et me concentre sur les légumes de la recette, oignons, échalotes, navets et carottes. On va l'émincer, on va garder un quart. Un quart tel quel? Ouais. J'aime bien avoir une petite surprise pour la personne qui se sert, qui trouve un gros morceau d'oignon un peu confit ou une échalote un petit peu confite au milieu. D'accord. C'est la fève du bœuf Malromée. Les morceaux de bœuf de Bazas ont été saisis dans la cocotte. Nous y ajoutons maintenant nos légumes. Dans la recette de Lautrec, il fait quelque chose qui me semble un petit peu bizarre. C'est-à-dire il enlève la viande, il fait un roux, donc beurre et farine, et ensuite il vient rajouter ses légumes dans le roux. Ça, c'est typique de la cuisine bourgeoise du 19e, qui a un peu évolué, faut oui, voilà, ça me disait rien du tout. Donc là, on va faire... On n'a plus besoin d'un roux, finalement. On va mettre les légumes avec la viande. Donc là, vous mettez les fans de carottes, les queues d'oignons. J'aime bien parce qu'on ne jette rien avec vous, c'est ça? Non, moi j'essaie de rien jeter parce que tout simplement ce qu'on jette, c'est du goût. Donc j'aurais pas osé mettre la fan de carottes. Alors, faites revenir ces morceaux avec de la graisse. Là, vous avez utilisé de la graisse de canard. Graisse de canard, oui. Et mettez oignons, ail, échalotes, carottes, navets, légumes et faites-les revenir. Puis dans une marmite en terre, allant au feu. Ah, parce qu'ils cuisaient ça dans la cheminée. Dans la cheminée. Mettez le bœuf. On le voit dessiner le bœuf d'ailleurs, c'est beau. Hein. Ajoutez sel, poivre, clou de girofle et mouillez à hauteur avec du vin rouge de Malromée. Entre parenthèses, très bon Bordeaux rouge. Voilà. Mettez un couvercle et faites réduire à petit feu pendant 5 ou 6 heures. Exactement. Donc là, on va singer. Singer, à savoir saupoudrer notre préparation de farine avant de la mouiller avec du vin. En l'occurrence, le fameux vin rouge de la maison, si apprécié d'Henri de Toulouse-Lautrec. Je mets tout, hein? Oui, oui, oui. D'accord, une feuille de laurier. On va venir mettre la feuille de laurier. Et là, on l'oublie. Alors, donc, rédaction. Allez. Pour le bœuf à la Malromée revisité par Sébastien, procurez-vous 1,5 kg de joues de bœuf, 2 gros oignons blancs, 2 échalotes, 6 carottes fanes, 2 navets, des queues d'oignons, 70 g de farine, 1 ou 2 feuilles de laurier, une bouteille de vin rouge de Bordeaux et 70 g de graisse de canard. Pour la marinade façon Sébastien, mélangez 50 g de gingembre avec un bâton de citronnelle et 200 g de sauce de soja. Laissons mijoter. Chantons la vigne, la voilà la jolie vigne. Pendant que le plat mijote tranquillement, un petit tour dans les parcelles de vignes du château s'impose. Voilà la jolie vigne. J'y retrouve Charles Estager et son équipe à pied d'œuvre. Issu d'une famille de vignerons depuis au moins 4 générations, Charles a pris en main le vignoble du château en 2013 et entretient la tradition viticole de la famille de Toulouse-Lautrec. Si Adèle était très attachée à sa production de vin, son fils, Henri de Toulouse-Lautrec, grand amateur du produit de la maison, aimait passer du temps sur ses terres et croquer des scènes de vie. Bonjour Charles. Bonjour Julie et bienvenue au Château Malromée.
C'est spectaculaire, Sur cette la côte vue. Adèle, voilà, du château que La vous côte avez Adèle, en contrebas. qui porte donc le nom de l'ancienne propriétaire. Voilà, de la mère de Toulouse, du peintre Henri de Toulouse-Lautrec, bien sûr. Et à l'époque d'Adèle et d'Henri, est-ce qu'il y avait déjà des vignes sur la propriété? Ah oui, oui, Adèle a acheté le domaine en 1883. Ouais. Et le domaine, c'est encore un des plus vieux domaines en exploitation, puisqu'il remonte au XIVe siècle. On va voir un peu... Oui, nous sommes sur une parcelle de merlot qui a à peu près 35 ans. Et donc là, on fait ce qu'on appelle les opérations de relevage. Ouais. Les rameaux poussent, maintenant vont pousser assez vite avec la chaleur qui arrive. On les Et dresse, il faut, c'est voilà, ça il faut attacher tous les rameaux le long du palissage, des fils de fer, pour dégager les grappes qui vont se retrouver en bas des pieds. Qui seront plus facilement accessibles et qui prendront le soleil. Voilà, le soleil, l'air. Et surtout, là, dans quelques jours, ces petites grappes vont fleurir et vont donner, on espère, beaucoup de raisins, si le temps est propice. Favorable. Est-ce que vous avez une idée de la façon qu'Adèle avait de mener son domaine? Est-ce qu'elle avait une patte particulière, des goûts en matière de vin? Ce qu'on a de visuel sont des croquis déjà de son fils qui a dessiné des scènes de vendange. Et Henri de Toulouse-Lautrec appréciait le vin. On sait qu'il appréciait l'alcool. Il aimait beaucoup le vin. Il y avait une petite anecdote. Il aimait tellement que les gens boivent du vin avec lui. Et il ne voulait pas qu'ils boivent de l'eau. Il mettait des poissons rouges dans les carafes pour que les gens ne boivent pas d'eau. Ah oui, Quand il ça recevait m'étonne pas. les invités. Ça lui ressemble bien. Voilà. Et comme le veut la tradition, tout travail dans les vignes se clôture par un casse-croûte de vigneron. Le nôtre vient tout droit du livre de recettes des deux copains, Maurice Joyant et Henri de Toulouse-Lautrec. La table est d'ailleurs garnie des mets qu'Henri devait savourer ici même en plein air, en croquant les scènes de vendange. Huîtres assorties de saucisses, jambon cru, petit pain au fromage pour bien boire, comme le disait Henri de Toulouse-Lautrec, et même un pâté de lapin artificiel, une création loufoque et surréaliste d'Henri et de sa bande. Julie, qu'est-ce que je vous sers? Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Voilà, le blanc du château, Ouais. assemblage de Ah, Sauvignon. vous avez utilisé les affiches? Exactement, sur les bouteilles. reproduction C'est des beau. affiches. La Goulue, la célèbre, qui était son amie, la Goulue d'ailleurs. Tout à fait. Moi, je vais goûter le rouge. Voilà, millésime 2015. Oh là là, vous savez recevoir ici, hein? Ah, bah, écoutez, dans ce joli cadre là, c'est vrai, l'occasion. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, messieurs, alors au millésime, hein, à votre travail, Merci. qu'il soit récompensé. Merci. Santé. Et c'est déjà un vin qui a eu un élevage un petit peu en barrique, qui a, il y a on un sent. peu des notes Une tonalité un peu, torréfiées, voilà. un peu torréfiée du bois, ouais. Alors, comment vous trouvez ce casse-croûte? C'est bon, très bon. Pas mal, hein? Et le pâté de lapin sans lapin, est-ce qu'il y gagne avec son lapin? Ah oui, C'est pas mal. Voilà, je peux goûter. ça le fait, hein? Il y a un peu de foie gras même, non? Oui, oui, oui. Il y avait. Il n'y a pas de lapin, mais il y a du cochon, hein. Pour donner un peu de goût. Est-ce qu'on a une idée de la qualité du vin à l'époque d'Adèle et d'Henri de Toulouse-Lautrec? Les vins devaient être un petit peu plus massifs et, Oui, et un peu rustiques moins nuancés. que maintenant. Ça ne m'étonne pas. Oh, c'est drôlement bon tout ça. Que ce soit sur les terres du domaine ou dans le château, la présence et les souvenirs d'Adèle et d'Henri de Toulouse-Lautrec sont palpables. Comme en témoigne cette photo intime, les montrant au repos sur la terrasse de la demeure, près des hortensias. Ou encore ce tableau, L'Amiral, dernière œuvre d'Henri, peinte ici même avant sa mort. Croquis, reproductions de tableaux et d'affiches tapissent les murs du château. Et je les découvre avec Colette Paris, guide du château, qui connaît la vie et le parcours artistique d'Henri de Toulouse-Lautrec sur le bout des doigts. Voilà, on la retrouve là aussi, la fameuse affiche du Moulin Rouge. Avec ça, il va initier la publicité, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et elles sont percutantes, parce qu'il montre sur cette affiche ce qu'il y a de plus important au Moulin Rouge, c'est-à-dire que là, les filles montrent leurs fesses. Oui, donc on est vraiment dans l'affiche publicitaire, c'est les prémices. Voilà, Les prémices. ce sont des affiches publicitaires. Et d'ailleurs, il va initier la publicité. Là, il y a une méthode d'imprégnation, hein, parce qu'il écrit Moulin Rouge 3 fois. C'est-à-dire que les gens vont les lire forcément. Moulin Rouge, Moulin Rouge, Moulin Rouge. Il avait une vision très synthétique
des choses. Si on regarde ces dessins-là, c'est très manga, avec aucune ombre au sol, les corps cernés de noir, des aplats de couleurs. Oui, aujourd'hui, ça Donc, nous est ces familier, dessins- mais à l'époque, c'est très, très, très novateur, finalement. Complètement. Mais c'est inacceptable, d'ailleurs. C'est inacceptable pour la peinture académique. Oui, bien sûr. Alors, on a un dessin dans la bibliothèque, un original, le seul original de Lautrec, un dessin qui représente justement avec quelques traits comme ça le maître de chez. Il est juste derrière la porte, il est là-haut. Et là, il a croqué le maître de chez. Voilà. Alors, c'est Paul De l'époque. Mathieu. Ouais. On sait que Adèle tenait beaucoup à ce maître de chez parce que, bon, il a travaillé la terre, il a emmené faire ses dévotions à la basilique tous les jours. Et après, un peu plus tard, après la mort d'Henri, quand il est parti à la guerre, Première Guerre mondiale, Adèle lui a envoyé des lettres d'encouragement, puis elle glissait des petits billets dedans. Paul Mathieu, dont les descendants habitent toujours Saint-André-du-Bois. Ah oui? Sylvie, c'est l'arrière-petite-fille de Paul Mathieu. Ouais. Et là, elle sera ravie de vous concocter le plat préféré d'Henri. Je vais suivre les bons conseils de Colette de ce pas et rencontrer Sylvie, l'arrière-petite-fille du maître de chez et de la cuisinière, pour ma prochaine recette. Car Sylvie a conservé quelques secrets gourmands de famille. Je me frotte le nom en pensant à tout ça. Tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Sylvie est viticultrice. Elle est également une excellente cuisinière. Elle tient ses talents de sa mère et de sa grand-mère. Sylvie nous propose une recette à base de vin, un vin blanc et un vin liquoreux, le Saint-Macaire, à quelques kilomètres de Malromé. Et on va cuisiner une poule. J'adore vivre depuis ce matin. Car le peintre qui a retranscrit dans ses toiles ses nuits débridées dans les cabarets et ses séjours dans les maisons closes parisiennes, aimait venir sur ces terres girondines retrouver la douceur de sa mère et les plats d'enfance rassurants de sa cuisinière. Je m'en vais. Je m'en vais. Bonjour Sylvie. Bonjour Julie. Fallait vous trouver. Ah, on est un peu isolé, mais Ouais, mais c'est une belle région. ouais, c'est très très vallonné. Toute cette route jusqu'à Libourne, c'est magnifique. C'est quoi. ce qui fait la beauté de l'Entre-deux-Mers. Petit côté secret. C'est ça. En tout cas, c'est un joli patrimoine. Et moi, j'ai entendu parler de votre arrière-arrière-grand-mère. Voilà, c'est ça. Et mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire la mère de mon arrière-grand-père, était cuisinière au château Malromé. On a ressorti les photos du mariage de ma grand-mère et de mon grand-père. Donc voilà ma grand-mère, mon grand-père, voilà le fameux Paul Mathieu. Alors je le reconnais parce que j'ai vu un croquis de lui, c'est Voilà. ça, sur les murs du château? Sur un mur du château Malromé, voilà. Et la ressemblance est saisissante. Sylvie me montre également les lettres envoyées par Adèle de Toulouse-Lautrec à son maître de chez, qui témoignent d'une réelle proximité entre la famille et ses employés. Tu m'avais écrit vers le premier une lettre bien intéressante et qui me prouvait que tu pensais à moi. Dites donc, il n'y avait pas un loup là-dessous? Mais c'était moi aussi. Hein, quand même. Transportons-nous le temps d'une recette de poule au vin liquoreux dans le quotidien culinaire d'Henri de Toulouse-Lautrec et de sa cuisinière. Donc, alors, la poule. Donc, on l'a déjà découpée parce que, bon, c'était quand même un gros morceau de poule. C'est une poule qui fait presque 3 kilos, presque 4 en fait. Il faut prendre une vieille poule. Donc là, c'est des producteurs de volailles qui élèvent comme il faut, qui prennent le temps d'élever. Voilà. Alors, donc, il va falloir faire revenir les morceaux de poule dans de la graisse de canard. On va y aller petit à petit hein, pour éviter l'ébullition. Voilà, c'est ça. Ah, forcément, on cuisine à la graisse de canard. Eh oui, on est dans le sud-ouest. Hein. Voilà, on cuisine pas au beurre. Non, c'est ça. Voilà. C'est une recette qu'on fait régulièrement, notamment quand on est très nombreux pour les vendanges, parce que c'est un plat que vous pouvez préparer la veille et réchauffer le lendemain. Donc voilà, c'est pratique Bien pour sûr, ça. c'est Voilà. pratique. Les 2 cuillerées de graisse de canard bien fondues dans la poêle chaude, Sylvie met les morceaux de poule en petite quantité pour leur laisser la place de bien dorer de chaque côté. Voilà. Voilà. Elle est belle, elle est bien grasse, hein, on voit hein, oui, l'épaisseur de la vraiment, peau, ça c'est important hein, pour les plats mijotés. Bien sûr, nous n'oublions pas de poivrer et de saler nos morceaux. Oh, c'est beau ça, elle est bien dorée. Ça sent bon avec la graisse de canard. Nous laissons les morceaux de viande rissolés et allons hacher au mixeur une farandole d'aromates. Alors ici, on a mis échalotes, Échalotes, oignons, ail. de l'ail
Et le foie de la poule aussi. Haché très ferme. Voilà. Les morceaux de volaille, une fois bien dorés, doivent maintenant être flambés à l'armagnac pour plus de parfum et de gourmandise. Mon petit doigt me dit que cette touche aromatique et enivrante vient tout droit de notre peintre. Allez, vous faites chauffer la louche? Voilà, on fait chauffer la louche. Voilà, je pense que ça ira. Donc là, j'attends que ça s'enflamme, quoi. Après, on flambe, voilà. Ça y est. Et après, donc, on verse sur notre poule. Voilà. Oh, c'est magnifique, hein. À côté, dans la poêle encore garnie du suc de la poule, nous versons le hachis d'aromates et mélangeons le tout. Puis nous y jetons 3 cuillerées de farine pour lier la préparation. Une farine fine, hein, voilà. Plutôt une 45. Il faut bien remuer pour bien qu'elle soit incorporée. Et je verse une demi-bouteille du fameux vin liquoreux de Sylvie. Et là, il faut bien que je remue pour éviter les grumeaux. Voilà, je vais peut-être remonter un tout petit peu, voilà. Pas mal, hein. Et la différence entre le liquoreux et le moelleux? Alors, le moelleux, c'est un vin qui est beaucoup plus léger en alcool, si vous voulez. Au niveau de la vendange, on le ramasse un peu moins mûr. Et nous, on recherche des grappes avec des graines concentrées. Ça fait un peu comme des raisins secs, en fait. Quoi. Voilà, Ouais. voilà, c'est ça. C'est pas très joli, mais ça donne quand même un vin très doré par la suite. Au niveau des arômes, on va trouver des arômes de fruits confits, d'abricots confits. Voilà, c'est vraiment... c'est très différent d'un moelleux. Ah oui, on sent bien le fruit confit, vous avez raison. Ah oui. Maintenant, notre roux, il est bien, très joli. On va remettre notre viande, voilà, ici. On va le verser là-dessus, voilà, si vous voulez. Voilà, comme ça. Nous mouillons la marmite dans la foulée avec 2 bols d'eau pour remplir à hauteur. Voilà, très bien. Ça va? Ça devrait aller. Et alors là, il faut laisser mijoter. Très longtemps? 2 heures, Bah oui, voilà. parce que la vieille poule, Voilà. c'est bon, mais il faut elle est l'attendrir. ferme, il faut quand même la faire cuire un peu plus longtemps. Voilà. Pour préparer cette poule au vin liquoreux de Saint-Macaire, comme la cuisinière du château Malromé et comme Sylvie aujourd'hui, prenez une poule pondeuse de 3 à 4 kg coupée en morceaux, foie à part, 1,5 kg de champignons de Paris, bruns si possible, 2 gros oignons rouges ou blancs, 5 échalotes, 5 gousses d'ail, une demi-bouteille de vin blanc liquoreux de Saint-Macaire, une louche d'armagnac, 2 bonnes cuillerées à soupe de graisse de canard, du sel et du poivre. Pour finaliser cette recette venue tout droit de la belle époque de Toulouse-Lautrec, nous saisissons de beaux champignons bruns. Est-ce qu'on est bon pour les champignons? On est bon pour les champignons. Allez, donc on peut lance. y aller. Sylvie les met dans la marmite avec notre poule et va laisser mijoter le tout encore bien 3 quarts d'heure. C'est bon, donc maintenant je vais bien remuer, voilà, et ça va faire notre accompagnement. Bon, Sylvie, moi, je vais continuer ma route, mais vous savez bien que je compte sur vous pour notre banquet, notre festin au château de Malromé. Avec plaisir, et de mon côté, je vous ferai une petite surprise pour le banquet, un plat qu'affectionnait particulièrement le peintre Toulouse-Lautrec. Ah, je veux bien, je vous fais un bisou. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Sylvie, à tout à l'heure. Et ce plat a la particularité d'avoir comme ingrédient principal de l'ail. Le peintre en était friand, mais pas n'importe quel ail bien sûr, puisqu'il s'agit de l'ail rose du village de Lautrec. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Une petite cité médiévale prospère du Tarn, où démarra la fameuse lignée des Toulouse-Lautrec en 1195. C'est à cette même époque que l'ail rose d'Asie centrale voyage jusque dans cette région de Lautrec. Il est depuis cultivé en petite quantité dans des exploitations familiales comme celle de Robert et Lily Molinier. L'heure est à la récolte des bulbes. Douce France, cher pays de mon enfance. L'ail, c'est quelque chose qu'on sème avec le froid au mois de décembre et qu'on récolte quand il fait le plus chaud. Au niveau culinaire et tout, les gens cherchent l'ail rose parce qu'il est beaucoup plus... Il a beaucoup plus de goût, plus de saveur. Il est moins fort, moins agressif que le blanc ou le violet. C'est le prince des condiments. Allez, monte. Le prince des condiments, une fois sorti de terre, est transporté pour être mis à sécher. Vous avez vu, ma femme, elle trouve que je vais pas assez vite, hein. Elle a redémarré.
Les producteurs d'ail rose de Lautrec ont délimité un territoire dans lequel on peut faire de l'ail rose de Lautrec. Mais à la limite, ce n'était pas utile. On n'avait même pas besoin de délimiter le territoire. L'ail, par lui-même, a délimité son territoire et à côté, il ne veut pas pousser. Ou il pousse tout petit, ou tout maigre, tout chétif. En effet, la plante ne se développe pleinement que sur les 360 hectares de coteaux argilo-calcaires du Tarn. Une spécificité qui lui a valu le label rouge français dès 1966 et l'indication géographique protégée IGP en 1996. Ça, c'est très joli comme calibre. Alors, quand on voit ça, on comprend que la famille Toulouse-Lautrec, ils n'allaient pas chercher de l'ail d'Argentine ou de Chine pour faire de la soupe ou du Touraine. Ils prenaient de l'ail rose de Lautrec. Et c'était le condiment le plus recherché des nobles, des riches, de manger beaucoup d'ail. La première plante médicinale qui est à la première page de tous les bouquins de médecine, c'est l'ail rose. L'ail rose, il est bon pour les vers, il est bon pour la tension, il est bon pour le cholestérol. Les gens en consommaient, mais sans modération. Les paquets d'ail encore garnis de leurs feuilles et recouverts de terre sont nettoyés. On dit qu'elle est amoureuse chez nous, la terre, parce qu'elle reste collée. Elle colle aux têtes d'ail. Ça y est, là, ça commence à être plus propre, là, voilà. Puis mis à sécher traditionnellement au grand air. Ah, il passe sur la tête. Et alors, nous avons fait des séchoirs à ail où c'est qu'on pend tout, on arrive là. La barre d'en haut, c'est ça. Au milieu, elle est là, et l'autre plus basse. Et c'est vachement commode. Dans 20 minutes, là, on va avoir vidé notre remorque ou demi-heure. Sur la remorque, il y a 2 tonnes d'ail. Quand il sera sec, il y en aura 1000 kilos. Et quand on va le vendre, il y en aura 700 ou 800 kilos. C'est une partie capitale de la conservation. Hein. S'il ne sèche pas, il moisit, il jaunit, il fait de tout. Après un mois de séchage, Lily et Robert coupent les fans, les racines, et pèlent une à une à la main les têtes d'ail encore toutes blanches. C'est quand on enlève l'avant-dernière peau qu'on s'aperçoit qu'il est bien rose. Robert et Lily les mettent alors en grappes de 500 grammes à 1 kg et les émanouillent. C'est le terme consacré pour les assembler. C'est la présentation traditionnelle de l'ail rose de Lautrec. C'est surtout venu du fait qu'on ne pouvait pas le dresser, parce que la queue est trop rigide. C'est un travail d'adresse et puis de savoir-faire. C'est le top de chez top, l'ail rose de Lautrec. Et un travail de patience, car cette opération leur prend 8 mois de l'année. Et c'est avec ce bel aromate que Sylvie va pouvoir confectionner le fameux tourin blanchi à l'ail. Le comte, quand il rentrait de Paris, demandait à la cuisinière, mon arrière-grand-mère, Marie, de lui préparer un tourin blanchi à l'ail. Pour un potage de 10 convives, Sylvie émince pas moins de 4 têtes d'ail, qu'elle fait revenir doucement à la poêle dans un peu de graisse de canard, Sud-Ouest oblige, et qu'elle remue en permanence pour leur enlever leur amertume. Alors le tourin blanchi à l'ail, il était fait les lendemains de fête, justement après avoir beaucoup mangé. On appellerait ça aujourd'hui un bouillon détox, voilà. Et je rajoute. Sylvie mouille l'ail avec un bon litre d'eau, assaisonne l'ensemble et le laisse bouillir près de 10 minutes. Mon bouillon est à ébullition, je rajoute mon blanc d'œuf. Voilà. Et je remue avec ma cuillère en bois pour faire apparaître des petits filaments dus au blanc d'œuf, bien entendu. Je laisse toujours à feu assez fort. Notre cuisinière prépare en dernière étape un mélange fait de vinaigre, qui peut être de vin ou balsamique, et de jaune d'œuf. Mon ail est cuit. Je rajoute mon jaune d'œuf qui va faire blanchir en fait le potage, hein, et ce qu'on appelle le tourin blanchi. Voilà, c'est prêt. Donc je vais le verser dans ma petite soupière. Je suis curieuse de goûter cette recette adorée du peintre, mais je vais devoir patienter jusqu'au banquet car pour l'heure, je dois retourner au château Malromé. Le site possède tout un domaine boisé où les abeilles butinent allègrement. J'y retrouve donc Valérie Doussin, apicultrice, qui produit artisanalement depuis 4 ans le précieux nectar de la maison.
Un nectar que l'on retrouve régulièrement dans les créations culinaires d'Henri de Toulouse-Lautrec et dont je vais me servir pour les prochaines recettes. Bonjour Valérie. Bonjour Julie. Vous êtes en tenue de combat? Oui, prête à ouvrir une ruche. Bonjour, enchantée. Dis donc, il y en a beaucoup. Il y a à peu près presque une vingtaine de ruches. Et vous avez installé ça récemment? Non, ça fait 4 ans qu'il y a des ruches. Peut-être qu'il faut que je mette ma tenue moi aussi. Oui, il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux? Ça va aller, oui, je pense. Alors là, on est sur des abeilles à miel qui sont un petit peu foncées. D'accord. Plus elles sont foncées, plus elles sont agressives, oui. c'est ça? L'abeille noire, elle est réputée pour être assez agressive. Qu'est-ce que je mets, ma petite... Alors, c'est moi qui vais la mettre pour être sûre qu'elle soit bien attachée. Apollo 13, le retour. Voilà. Voilà. Très bien. C'est bon. Donc l'entrée de la ruche, elle est là. Donc on met un petit coup de fumée à l'entrée. D'accord. Donc c'est par là que les abeilles sortent et rentrent de la ruche. Voilà, c'est bon. Juste un petit coup, ça suffit. Je le pose? Non, tu le gardes avec toi parce qu'on va, on va enfumer sur le dessus de la ruche. Donc tu peux mettre un petit coup de fumée ici. Voilà. Et ensuite, tu vas donner un petit coup de fumée sur les cadres. Voilà, ça suffit. Voilà. Donc elles ont l'air gentilles. Là, on va marquer une reine. Marquer une reine, c'est-à-dire on va lui mettre un petit point sur le dessus pour pouvoir la trouver plus facilement. Et comment l'identifies-tu, la reine? Je vais te la montrer, tu vas voir. La reine, en fait, elle est plus longue que les abeilles. Alors, si tu peux donner, s'il te plaît, juste un petit coup de fumée sur la pince. Comme ça, on va essayer de la faire sortir. Hop, elle arrive, et voilà. Elle est là. Oh là là, oui, il faut vraiment avoir l'œil. Ça dépend. Celle-ci, c'est une reine assez fine. Donc, tu vois, on peut l'attraper. Donc là, la reine, je vais lui mettre le point de l'année. Donc c'est le vert cette année. On lui met son 3e œil? Allez, on lui met son 3e œil. Je suis étonnée qu'elle te pique pas. Non, alors la reine, normalement, elle pique, mais en fait, là, je pense qu'elle se sent pas en danger. Ouais, elle t'a identifié. Je l'agresse pas, en fait. Hein. Là, j'ai pas de mauvaises intentions, donc j'imagine que les insectes ressentent ça. On va ranger les cadres dans leur ruche et on va les laisser tranquilles. Et elles ont été très gentilles. Ouais. Valérie a également vérifié que les cadres de ces 20 ruches étaient suffisamment remplis pour en extraire le fameux miel d'acacia. Une opération que notre apicultrice réalise à 2 pas de là, à Saint-Germain-de-Grave, où elle a établi sa demeure et son atelier. Les abeilles, en fait, elles mettent une pellicule de cire sur le cadre de miel pour pouvoir conserver son miel dans la ruche. Et nous, donc apiculteurs, pour l'extraire, on est obligé de l'enlever. Valérie extrait son miel dans les règles de l'art. Après avoir enlevé la couche de cire à la main, elle place les cadres dans un extracteur mécanique qui va tourner à grande vitesse durant 10 minutes et projeter ainsi le miel sur les parois. Assez doucement au départ, puis après un petit peu plus vite. Celui-ci est récupéré et directement filtré. Donc là, c'est un très beau miel qui contient essentiellement de l'acacia. Il est très beau, là. Le miel filtré une première fois va encore reposer et décanter 3 semaines. Valérie écumera régulièrement les dernières impuretés pour mettre en pot un miel d'acacia cristallin que l'on utilisera dans notre prochaine recette. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles. Vous n'êtes pas sans l'avoir remarqué, nous avons notre menu, mais il nous manque le dessert. Et je vous propose 2 desserts. Enfin, plutôt, c'est Janie qui va nous proposer 2 desserts. Encore une viticultrice. Janie est très attachée à l'histoire et à l'image d'Henri de Toulouse-Lautrec et de sa maman, puisqu'elle s'occupe d'entretenir leur tombe. Je vais donc la retrouver dans le village de Verdelais, ancien lieu de pèlerinage où repose Henri de Toulouse-Lautrec depuis 1901, avec sa mère Adèle. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Bonjour Janie. Bonjour Julie. Voilà, la fameuse tombe familiale, le caveau familial. Ils sont donc tous les 2 dans ce caveau. C'est touchant.
Pourquoi a-t-elle tenu à ce qu'Henri soit ici? Parce qu'on peut voir le cimetière depuis sa tourelle du château. Elle peut voir son fils. Ils sont protégés, ils sont sur leur terre. Et elle lui a quand même survécu 29 ans. Vous connaissez bien la vie de Lautrec, son œuvre et sa cuisine. Sa cuisine, il adorait la cuisine. Et dites-moi, je ne peux pas m'empêcher de relever le fait qu'il soit enterré à Verdelais quand même. Parce qu'on sait qu'Henri de Toulouse-Lautrec avait une passion pour l'alcool. Il a noyé tous ses amours, toutes ses amitiés dans l'alcool. Et il est enterré à Verdelais. Est-ce que c'est bien sérieux? Verdelais, c'est verte forêt, oui, madame. Je sais. Mais enfin, c'est Verdelais. Et dites-moi, en plus, vous savez que j'ai relevé une phrase qui m'amuse beaucoup. Il disait « Je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin ». Eh ben voilà, il est enterré à Verdelais. Voilà. Je pense que l'anecdote lui aurait plu. Parce qu'il avait un sens de l'humour phénoménal. Il était toujours au 3e degré, bien que très sensible. Bon, alors dites-moi, Janie, qu'est-ce qu'on pourrait cuisiner ensemble qui puisse nous rapprocher un petit peu de Toulouse-Lautrec, de sa table, de son moi, je vois appétit. des trucs un peu humoristiques, satiriques. Ouais, comme quoi, ça me plaît. Paix de nonne. Ah, les paix de nonne, ouais, c'est vrai. Ouais, et puis en plus, on en mange beaucoup. Il y a le serpent du couvent, qui est complètement inconnu. Le quoi? Le serpent du couvent. Le serpent du couvent. C'est un serpent comestible. Oui, tout à fait. Et ça, c'est dans ses cahiers de cuisine? Oui. Ah oui, ça m'intéresse. On pourra les préparer pour notre repas, notre banquet, parce que je voudrais réunir tous les gens que je vais rencontrer au château de Malromé, évidemment, pour évoquer le souvenir d'Henri. C'est le lieu. Alors voilà la basilique fraîchement restaurée. Ah, elle est belle, cette basilique. Elle est basilique depuis 1932. Et tant que vous êtes là, je vais vous montrer l'ancien café des Criteaux où Lautrec allait. Jérôme. Bonjour. Bonjour Julie. Donc c'est vous le cafetier alors? C'était mon père, le dernier cafetier. Et donc il a vu passer Henri de Toulouse-Lautrec. Le dimanche, sa mère venait à l'église, à la messe, et lui buvait l'absinthe en C'était sa messe à lui, quoi. Et Lautrec avait l'habitude de griffonner en permanence. Donc il s'installait à une table. Et le temps de la messe, il griffonnait sur cette table en marbre. Comme un Picasso, quoi. Comme Picasso l'a fait toute sa vie. Comme Picasso l'a fait toute sa vie. Et mon arrière-grand-mère, donc Louise Descriteaux, elle attendait patiemment qu'il soit parti pour tout effacer, gentiment. On s'en mord les doigts aujourd'hui, non? Mais c'était l'époque, on ne savait pas, en fait... Vous ne pouvez pas imaginer la valeur que ça prendrait? Mais il nous reste une esquisse qui a été peinte sur un meuble. C'était l'emblème du restaurant. C'était un peu l'emblème. Elle était sur le menu. Elle était... voilà. Jérôme a d'ailleurs toujours la fontaine à absinthe qu'utilisait Henri de Toulouse-Lautrec et m'a promis de l'apporter au banquet. Mais pour le moment, allons chez Janie pour préparer les fameux paix de nonne et autres mystérieux serpents du couvent. Deux noms pour le moins irrévérencieux qui illustrent bien l'espièglerie et la jovialité de notre artiste qui se caricaturait ou se déguisait à la moindre occasion. Toulouse-Lautrec aimait bien ça? Oui, il paraît que c'était son dessert préféré enfant. Mais j'avais pensé qu'on pouvait commencer par le serpent. Ah ben commençons par le serpent. Serpent de couvent. Ça, pour le coup, j'en ai jamais entendu parler. Ça vient d'où? Ah ben ça, c'est complètement original. Hein. Ah d'accord, tout un programme. Pour cette création culinaire qui s'apparente à une pâte sablée, nous commençons par casser 6 œufs que nous battons vigoureusement en y associant 125 g de sucre en poudre. Alors, il cuisinait beaucoup, cet Henri, vraiment? Ah, beaucoup, beaucoup. Au lieu de venir de Paris en train, il aimait prendre le cargo. Il adorait la mer. Donc, il allait au Havre, il prenait le cargo. Il détournait le cargo pour aller acheter des fruits de mer. Et il faisait cuire, Extraordinaire, pour il avoir faisait des fruits cuire de mer bien frais. dans la salle des machines. Et il avait amené tous ces assaisonnements de Paris. Ah oui, donc il appréciait cuisiner, il appréciait partager aussi, parce que là, il le faisait pour, j'imagine, ah ben oui, tout le bateau quasiment. J'imagine. Ouais. Ouais, c'est drôle. Pour la suite des opérations, je râpe le zeste d'un citron et Janie fait fondre 125 g de beurre qu'elle intègre dans la foulée aux œufs battus. Est-ce que vous voulez qu'on mélange la levure? Je suppose que c'est de la levure.
Alors on va voir s'il y a assez de farine, hein, parce qu'après il faut travailler ça à la main. Hein. Mais avant de la travailler, nous mettons une petite rasade d'extrait naturel de vanille et le jus de notre citron dans la pâte et bien sûr un peu de miel du château. Oh, il est beau, il est magnifique. Regardez, il est transparent, il est onctueux. Waouh! Il ne reste plus qu'à la façonner pour donner toute son originalité à cette pâtisserie. Et c'est Janie qui s'y colle, guidée par l'esprit farceur du peintre. C'est bien là, non? Il a une jolie tête là. Il a une jolie tête. Il a l'air méchant, ce serpent. Bah, il faudrait. Nous dorons la pâte d'un jaune d'œuf et recouvrons l'animal d'amandes légèrement torréfiées et mélangées à un peu de beurre et de sucre. Donc là, on est en train de faire les écailles, si je comprends bien. Et les écailles, oui, mais alors? On va lui faire une petite oreille, là. Allez, on y va. On y va. Il ne reste plus qu'à enfourner la bête pour 40 minutes à 160 degrés, ce qui nous laisse le temps de faire l'autre friandise adorée d'Henri de Toulouse-Lautrec. Mettez dans une casserole de grands verres d'eau, 3 cuillerées de sucre et 125 g de beurre. Oui, et un peu de sel. Janie ajoute la farine et dès que l'eau est à ébullition, elle malaxe le tout sur le feu. Bon, là, ce qui est important, c'est ça, là, que ça se décolle bien, que ça forme une jolie boule. Là, vous l'avez très bien réussi. Voilà. On va commencer à mettre les œufs. On va mettre 5 œufs. Je peux y aller? Oui, on va mettre le premier œuf. Et alors, surtout, les œufs, un par un. Hein. On contrôle mieux la texture, quoi, c'est ça? Mais oui. Et j'ajoute une pincée de vanille, en poudre cette fois-ci pour bien parfumer. Alors, moi, je fais comme ça. Simplement au doigt. La bonne texture de pâte obtenue, Janie va pouvoir la faire rissoler dans l'huile bouillante. Et normalement, il devrait tourner tout seul. Ah ouais, ça y est, celui-là a tourné. Quand ils sont suffisamment dorés, ils tournent tout seuls. C'est génial. Pour réaliser un serpent du couvent comme Henri de Toulouse-Lautrec, rassemblez 400 g de farine, 125 g de sucre semoule, 125 g de beurre fondu, 5 g de levure chimique, 6 œufs bio, 250 g d'amandes effilées, 20 g de raisins secs, 2 centilitres d'extrait de vanille et 5 centilitres de jus de citron. Et pour déguster le dessert d'enfance préféré d'Henri, faites une pâte à choux avec 37,5 centilitres d'eau, une cuillerée à café et demi de sel, une cuillerée à soupe et demi de sucre, 120 g de beurre, 225 g de farine, 5 œufs et saupoudrez les petits beignets rissolés avec du sucre extra fin. Alors, Janie, oh bah dites donc, ils sont sublimes. Ils sont beaux, hein? Ah ouais, ils sont beaux. Ils ont tourné tout seuls. Ah oui, oui. Très, très beau. Bravo. Bon, et moi, je vais en piquer un quand même. Je peux? Ah ben oui, il faut, là. Il va en rester quand même. Ah ouais, et puis c'est meilleur quand c'est chaud, non? Merci. Vous Ah voulez oui, pas en oui, prendre un? il faut les manger chauds. Et à Henri? À Henri. Alors. C'est bon, hein? Ah ouais. Oh, ils sont exceptionnels. Oh là là. S'il en reste un peu après qu'on ait fait notre dégustation, là, notre prélèvement, vous nous les apportez à Malromé tout à l'heure? Je vais en apporter. Merci, Janie. Merci mille fois. Merci, Je vous fais un Julie. bisou, même si je sais que je vous retrouve. Merci. Alors, à tout à l'heure. C'était un joli moment. À tout à l'heure. Alors, le soleil, où est-il? On l'attend, dans une région si ensoleillée. Le soleil et la pluie, le jour et la nuit, les fleurs. Les fleurs et les fruits, lui et lui, elle et elle, elle et lui. Toi et moi. Je clôture tout naturellement ce périple à travers les souvenirs culinaires, les plats et les saveurs du peintre des cabarets de la belle époque dans la demeure maternelle, au château Malromé. Et tous ensemble, le soleil et la pluie, le jour. Bonjour tout le monde. Bonjour Julie.
Tous les habitués du lieu sont déjà sur place. Amélie et Mélanie, les jeunes propriétaires, Sébastien, qui a refait vivre les recettes du peintre, Charles, le viticulteur de la maison, et bien sûr Colette, l'âme de la demeure et des souvenirs d'Henri à Malromé. Tous sont réunis dans le salon préféré d'Adèle de Toulouse-Lautrec, où une petite surprise m'attend. Vous êtes là pour nous préparer un cocktail, c'est ça? C'est ça. Ah, je sens l'esprit de Toulouse-Lautrec souffler sur la maison. Mais qui l'avait conçu? Qui avait conçu, Ah oui? oui. On en a retrouvé la trace? On n'a pas les doses exactes, mais on a les arômes. Des arômes notamment de liqueur de mandarine, de vermouth bien de l'époque, et de l'absinthe bien sûr. On rajoute du vin rouge et on le monte au champagne. On le monte au champagne? On le top up au champagne, oui. Ah, d'accord. Les cocktails apparaissent en France avec l'exposition universelle de 1889. Henri de Toulouse-Lautrec a 25 ans et se prend de passion pour ses boissons. Il préparait des cocktails absolument détonnants. Alors que Germain, le mixologiste, s'amuse à recomposer une création du jeune maître, Janie et Jérôme font leur entrée. Tiens, on parlait d'absinthe. Bonjour Jérôme, bonjour Janie. Germain nous a fait un cocktail signé Toulouse-Lautrec, avec la touche de Germain. Derrière eux, Sylvie, l'arrière-petite-fille de la cuisinière du château, et Pierre Chavot, artiste peintre émérite, qui a fidèlement reproduit les œuvres d'Henri accrochées dans les salles du château, suivent le pas. Bah, je vous salue parce que voilà, c'est une rencontre. J'ai pu découvrir votre travail à travers vos toiles. Bon, mais alors à la santé d'Henri et d'Adèle. Bien sûr. Et merci à Amélie et à Mélanie de nous accueillir. C'était avec plaisir. Merci, c'est très bien dosé. Il y a de l'amertume, du doux, du sucre, de l'acidité. En parlant d'absinthe, il y avait un mode de préparation de l'absinthe très particulier, non? C'est ça? Moi, j'ai lu qu'il y avait des pelles à absinthe, on mettait la pelle... Alors, oui, voilà, ça se mettait une là. cuillère trouée. Et donc, en fait, un petit filet d'eau glacée coulé sur un morceau de sucre. Et l'absinthe Et était en dessous? l'absinthe était en dessous. Voilà. Comme une anisette, un peu? Comme une anisette. Et tout cela est accompagné de gourmandises à picorer, comme le disait l'artiste, petits pains, terrines et artichauts confits. C'est bon, les artichauts, dis donc. Là, pour le coup, j'ai rien changé à la recette. Ouais. Oh, quelle belle table! On va poser ça là. Très jolie. Les mises en bouche terminées, il est temps de s'inviter à la table d'Henri de Toulouse-Lautrec. Bon, bah, allez, bah, on passe à table, hein. On va rester comme ça. Ah, j'adore. On a même des poissons rouges. Les festivités peuvent commencer avec les plats de Sylvie. Alors Sylvie, qu'est-ce qu'on mange là? C'est la petite surprise? J'ai une petite idée quand même, parce que depuis que je suis arrivée, tout le monde me parle du tourin à l'ail, c'est ça? Le fameux. Donc en fait, c'est le comte qui, quand il arrivait de Paris, il demandait à la cuisinière, Marie, de lui préparer un tourin à l'ail, voilà. C'est un côté très asiatique. Ouais, c'est délicieux et surtout on est étonné parce qu'il y a quand même, j'imagine, une grande quantité d'ail. Ah, oui, et malgré ça, ça reste assez doux. Oui. Pierre, vous êtes un copiste irréprochable. On m'avait jamais qualifié d'irréprochable. Et pourquoi vous êtes penché sur la peinture de Lautrec? Depuis tout petit, j'ai aimé ce peintre. Il y a une époque où on regardait dans les dictionnaires. Lautrec était simplement nommé comme un peintre secondaire. Ah oui? Je parle des années 50, hein, qui était un peu sulfureux. Et ensuite, Lautrec m'a accompagné dans ma carrière d'illustrateur. Est-ce que vous vous appropriez son humour, son aspect un peu pétillant et satirique? Caustique sans être méchant, dans une sorte de bienveillance, même de bonté, mais qui n'exclue pas justement l'œil incisif. Le sens de la caricature. C'est-à-dire plus loin que la caricature, aller à l'âme même de la personne. Ouais. Notre petite discussion n'empêche pas les plats de se succéder. Alors, Sébastien nous a proposé un céleri farci, toujours issu du livre de Toulouse-Lautrec. Et Sylvie a interprété la poule au Saint-Macaire. Et bien, c'est pas mal, hein. Ça donne bien. Oui, ça a bien mijoté. Alors, les morceaux sont un peu défaits, mais c'est ce qu'il faut, parce que faut que la chair, quand même, soit un petit peu ramollie. Voilà. Colette, ce livre dont on a si souvent parlé, est-ce que ce livre, il l'a vraiment voulu parce qu'il est sorti, il a été publié presque 30 ans après sa mort? On ne sait pas réellement, sauf que quand même, il élevait la cuisine au niveau d'un art majeur pour lui. C'était comme la peinture. Ah oui, vraiment? Vraiment. Oui, donc il le revendique, quoi, vraiment. Il le revendique complètement. Il se met dans la cuisine, il régale ses amis. Et la poule est délicieuse, hein. La vieille poule, comme disait Sylvie. Et à chaque fois que je cuisine une poule, on me dit qu'il faut une vieille poule. Mais alors, qu'est-ce qu'elles ont, les jeunes poules? Les jeunes poules, elles pondent des œufs. Quand elles pondent plus, c'est ça. Elles finissent au pot. Voilà, ça. Un verre d'eau ne serait pas pour me déplaire. Je n'hésite pas à défier Henri de Toulouse-Lautrec dans sa propre demeure.
Bah, oui, c'est comme l'eau de la rivière, un peu, non? Bah, Je pense que je préfère l'eau des fleurs. Ah, si vous saviez ce que j'ai bu. Si vous saviez. Ouais, c'est un bon millésime. Autant mettre un poisson dans le verre aussi. Non, mais comme quoi, faut pas se laisser impressionner par de petits poissons rouges, hein. C'est que j'ai la bonne protéine. Et voilà. Ouh là là. Le bœuf Malromé. C'est une course de fond que nous faisons là. Moi qui connais bien l'exercice, je peux vous en parler. Merci beaucoup. Ah tiens, donne-nous l'assiette de Pierre, parce que j'ai vu que Pierre s'était un peu isolé pour aller peindre le déjeuner, le repas, croquer le repas, mais on va quand même lui servir un peu de... L'artiste peintre Pierre a lâché quelques minutes ses crayons pour croquer, non pas l'assemblée, mais un peu de ce bœuf à la Malromé. Ah, mais ça te joue, c'est délicieux. Oui, Excellent. Comment vous le trouvez, ce bœuf? Et il est fondant. Ah, on peut faire des équivalences avec la peinture. Ah oui, largement. Alors, dites-nous. On peint avec 3 couleurs. Et je me disais, est-ce qu'on peut cuisiner avec 3 ingrédients de base? Je dirais qu'on peut le faire avec un seul ingrédient, avec un œuf. Ouais, c'est vrai. Parce que l'œuf, c'est infini et on n'a pas tout découvert encore sur l'œuf. L'œuf a des influences sur certains aliments, sur certaines couleurs. Après ces digressions gastronomico-artistiques qui n'auraient pas déplu à notre hôte Henri, la farandole de dessert fait son entrée. Nous retrouvons les pédonone de Janie et le fameux serpent du couvent. Alors, on ne sait pas ce qui l'a inspiré pour intituler la recette comme ça. Peut-être était-il amoureux d'une religieuse. Si, il est bon, ce serpent. Ah, mais oui. De toute façon, Janie, elle connaît son affaire. Je l'ai vu faire les pédonone, je peux vous dire qu'il y avait du métier. J'ai des chipirons, par exemple. Après, j'ai à droite, j'ai à Le moins que l'on puisse dire, c'est que du coup de pinceau au coup de fourchette, il n'y a qu'un pas, franchi largement et avec talent par Henri de Toulouse-Lautrec. J'espère que grâce à cette émission, grâce à ces rencontres, on vous a donné à voir une autre facette de ce personnage illustre, un peu plus intime, un peu plus touchante, un peu plus surprenante. Et puis, je suis sûre que de là où il est content de voir qu'encore aujourd'hui, 100 ans après sa mort, on continue de se réunir pour déguster de bons plats et boire de bons vins à sa table et à celle de sa maman.